Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heal You. Je suis Aurélie, journaliste santé. Tous les mois, je prends quelques minutes et avec l'aide d'un spécialiste, je réponds à des questions sur le corps humain. Mais attention, pas n'importe quelle question, celle que vous n'avez peut-être jamais osé poser sur votre organisme. Par exemple, peut-on mourir de peur? À quoi sert la fièvre? Les femmes sont-elles plus souples que les hommes? Ces questions, au premier abord, elles peuvent paraître très cons, et pourtant vous allez voir que d'y répondre, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer à l'adresse podcasthealyou@gmail.com ou sur le Twitter du podcast. Dans cet épisode, nous nous attaquons à la fièvre. Alors, ça continue la fièvre du samedi soir. Ma biche, je peux tout vous expliquer. Alors non, malheureusement pas celle-là, pas celle qui vous fait sortir le samedi soir. Au contraire, celle qui vous donne envie de retourner au plus vite sous la couette, qui vous fait frissonner et vous fait transpirer jusqu'à perdre toute l'eau de votre corps. Fun. Bref, on va voir ensemble si la fièvre sert à quelque chose. Est-ce qu'il s'agit d'un mécanisme de défense de notre organisme ou est-ce que c'est seulement la réaction de notre corps à l'intrusion, par exemple, d'un agent infectieux ? Alors, je ne vais pas garder le suspense plus longtemps. Aujourd'hui, on penche plutôt pour la deuxième option. Mais 1, ça n'a pas toujours été le cas. Et 2, ça ne signifie pas que la fièvre ne sert à rien du tout. Mais avant de commencer cet épisode, on va faire un petit point sur le mécanisme de la fièvre avec le professeur Jean-Paul Stahl. Il est infectiologue au CHU de Grenoble. Alors la fièvre a un mécanisme complexe. Le premier système activé, ce sont les cellules qui reconnaissent le corps étranger, qu'il soit viral, bactérien ou parasitaire. Et donc ces cellules sécrètent en retour ce qu'on appelle des cytokines, c'est-à-dire des molécules qui sont transportées jusqu'au niveau de l'hypothalamus, qui est une région du cerveau, qui est le centre thermorégulateur. Et ce centre commande aux cellules une hyperactivité. Et donc, plus cette activité cellulaire est importante, plus il y a de chaleur, tout simplement. Et donc, on a la réaction d'hyperthermie. Ok, donc la fièvre est en gros la conséquence de deux mécanismes, la libération de cytokines qui vont stimuler l'hypothalamus et la commande de ce même hypothalamus pour déclencher l'hyperactivité des cellules. Sortez-vous les doigts du cul! Bon, l'hyperactivité, ok, mais est-ce que cette fièvre aide notre organisme à se défendre contre les intrus ? On pourrait penser qu'effectivement cette hyperactivité conduit en retour une réaction qui est utile à l'organisme. Alors, sans doute, mais de façon très très primaire, et en tout cas totalement insuffisante pour considérer que c'est un mécanisme de défense utile pour l'organisme. Pendant longtemps, on a pourtant cru que la fièvre était un mécanisme fondamental dans la défense de notre organisme, au point de déclencher des fièvres chez des malades dans le but de les guérir. En 1927, Julius Wagner Jaureg, un psychiatre autrichien, remporte même un prix Nobel grâce à la pyrothérapie. Il remarque que l'état de ses patients atteints de paralysie progressive liée à la syphilis s'améliore en cas d'excès de fièvre. Son idée est alors simple, déclencher des poussées de fièvre chez ses patients. Pour cela, il leur inocule le paludisme, aussi appelé malaria, et il appelle son traitement la malaria-thérapie. Clairement, ça ne marche pas. C'était des traitements qui étaient administrés et relativement fréquents dans les temps anciens où on n'avait rien d'autre. Et où la preuve d'efficacité n'avait pas été à être apportée à une quelconque agence de médicaments ou agence de santé. Donc effectivement, il y a eu des prix Nobel obtenus là-dessus, mais bon, le prix Nobel, c'est à l'instant T et en fonction des connaissances du moment T. Aujourd'hui, ils n'auraient pas le prix Nobel. Pour résumer, la fièvre comme moyen de défense de l'organisme, c'est peut-être vrai, de façon très anecdotique, dans certains cas précis, mais ce n'est pas un mécanisme suffisamment efficace. Peut-être que la fièvre sert donc à autre chose. Alors la fièvre, elle sert, mais de façon indirecte, comme étant le marqueur de l'évolution de l'infection. C'est-à-dire que c'est le marqueur le plus simple à recueillir pour juger de l'efficacité ou pas d'un traitement qu'on a instauré ou de l'évolution d'une maladie que l'on cherche à diagnostiquer. Donc en tant que marqueur, c'est un élément fondamental. Attention, cela ne signifie pas qu'il faut garder la fièvre à tout prix, on peut la faire baisser, mais à certaines conditions. Il est parfaitement légitime de faire baisser la fièvre quand elle est inconfortable, parce qu'il n'y a pas de raison de laisser les gens dans l'inconfort. Mais par contre, il faut avoir identifié un autre marqueur clinique
facilement évaluable, qui vous permet de dire, bah oui, le traitement que je donne, il est justifié, ou au contraire, le traitement que je donne, il est à côté de la plaque, et il faut que j'en change, ou il faut que j'explore autre chose, ou il faut... Voilà. De ne pas considérer que puisqu'il n'y a plus de fièvre, tout est réglé. Ça, c'est faux. La fièvre est un symptôme de quelque chose, donc il faut avoir réglé le quelque chose. Si vous avez trouvé un autre marqueur de votre pathologie et que vous voulez donc faire baisser votre fièvre, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un antipyrétique. Il en existe 2 familles principales. D'un côté, le paracétamol, c'est votre Doliprane, et de l'autre, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, parmi lesquels on classe l'ibuprofène et l'aspirine. Il est dit qu'il vaut mieux ne pas utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens parce que ce sont des médicaments à un mécanisme beaucoup plus large. Donc vous risquez un peu plus de masquer les symptômes d'une maladie qu'il faudrait traiter par ailleurs. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que ces molécules ont des effets secondaires qui sont loin d'être négligeables et dont on peut penser pour pas mal de patients qui surpassent le bénéfice obtenu. Donc on est un petit peu restrictif. Le paracétamol est privilégié dans le traitement de la fièvre à condition de respecter les posologies, 3 grammes par jour maximum pour l'adulte. Certaines précautions sont nécessaires pour les personnes souffrant d'hépatite virale, d'insuffisance rénale ou encore de dénutrition. D'ailleurs, si vous avez un doute, il faut en parler avec votre médecin ou avec votre pharmacien. Et est-ce qu'avoir une température élevée, c'est dangereux ? On n'a pas de moment où on dit la fièvre en soi est grave, sauf quand on dépasse les 40 et quelques dixièmes. Mais en dehors de ces circonstances-là, ce n'est pas la fièvre qui est grave, c'est ce qui accompagne la fièvre. La fièvre, c'est un symptôme qui incite à faire un diagnostic. Alors, il est quelquefois isolé, et quand il est isolé, je dirais que dans la majorité des cas, c'est quand même un signe de bénignité. Mais quand il n'est pas isolé, ce qui est grave, c'est le reste, c'est-à-dire les symptômes qui l'accompagnent et qui sont les témoins de la maladie qui provoque la fièvre. Avoir une très forte température ne veut pas dire que vous avez une maladie grave et inversement. Alors, il n'y a aucune corrélation entre gravité et hauteur de la fièvre. Vous avez des maladies graves, mais même très graves, comme, je sais pas moi, une endocardite infectieuse, qui est une infection des valves du cœur, ou bien une tuberculose, qui donne des fièvres relativement peu élevées, alors que la maladie en soi est très grave. Et puis vous avez des maladies virales, comme des angines virales, qui peuvent vous donner des fièvres à 40, mais qui n'ont aucun caractère de gravité. Donc il n'y a pas de vraie corrélation entre les deux, sauf, je dis bien, quand on dépasse les 40 degrés. Dans certains cas, il faut absolument consulter un médecin, par exemple si une fièvre, même faible, dure plus d'1 semaine, ou si elle dépasse les 40 degrés. Alors, comment ça va-t-il, Monsieur Bayeux? La température, ça monte. Ça monte. Ça... Non, ça descend, regardez. Ça va, ça descend. Ça ira très bien. Pour les enfants, il faut consulter en urgence si la fièvre atteint 40 degrés, si elle s'accompagne de maux de tête importants, de raideur de la nuque, de vomissements, d'une respiration difficile ou encore d'une déshydratation. En cas de fièvre élevée, un enfant peut faire des convulsions. C'est pas grave, c'est impressionnant, on s'en doute, mais c'est pas grave, il n'y a pas de séquelles. Et ça guérit spontanément à partir du moment où on fait baisser la température. Et faire baisser la température, c'est relativement simple. Il y a à la fois les médicaments antipyrétiques et à la fois simplement refroidir l'enfant. Pour faire baisser la température du corps humain très facilement, il faut mettre du froid là où les tuyaux sont le plus près de la peau, pour refroidir le conduit qui véhicule les thermies. Il y a 2 endroits, il y a le cou avec les artères carotides et puis le pli de l'aine, là où il y a les artères fémorales. En cas de convulsion, l'enfant doit consulter un médecin dans la journée. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions à l'adresse podcasthiliou@gmail.com ou sur le Twitter du podcast. Et en attendant, à la prochaine.